Bonjour Catherine. Tout d'abord, pour te présenter, tu es désormais professeur honoraire après avoir été professeur des universités à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, au département des études chinoises. Depuis le 24 novembre 2023, tu es lauréate de la médaille Stanislas Julien de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, décernée à l'occasion de la publication aux belles-lettres de ta traduction commentée du classique du thé en chinois Chating, dont l'auteur chinois qui vécut au 8e siècle à l'époque des Tang donc est Lu Yu. Cette traduction du classique du thé est parue dans la collection Bibliothèque chinoise en édition bilingue chinois-français. Il s'agit d'une édition savante, mais il faut préciser qu'elle ne s'adresse pas exclusivement à un public sinologue, mais plus largement érudit. Alors, je rappelle que tes domaines de recherche couvrent les techniques du corps et de la culture de soi dans le taoïsme, la médecine traditionnelle chinoise et le bouddhisme. Tu as étudié aussi les rapports entre médecine, société et religion dans la Chine médiévale à partir de manuscrits médicaux retrouvés à Dunhuang et qui ont été publiés donc dans un ouvrage collectif que tu as dirigé qui s'intitulait donc Médecine, religion et société dans la Chine médiévale. Cet ouvrage avait été publié au Collège de France en 2010. Ton terrain de recherche actuel, eh bien, il se poursuit avec les femmes, leur rôle dans le taoïsme, à travers donc l'histoire et les techniques qui leur sont spécifiques. Alors, je voudrais maintenant commencer par te poser une première question concernant Shenong, le divin laboureur. Alors, c'est une légende de rattacher le thé à Chenong, le divin laboureur, qui est un empereur mythique auquel on prête cette pharmacopée qui a été écrite en fait aux alentours de notre ère, donc qui est un texte anonyme qui regroupe un certain nombre de produits médicinaux, des minéraux, des végétaux, des produits animaux. Et dans cette pharmacopée, on trouve la mention d'une plante que l'on a identifiée a posteriori avec le thé, et déjà on n'est pas sûr que ce soit le thé. Il est possible que ce soit on parle d'une plante assez amère, et il est possible que ce soit autre chose. Donc là, l'historien ne peut pas affirmer que déjà à cette époque, le thé était considéré comme une plante thérapeutique. Il faut attendre quand même 2-3 siècles plus tard pour avoir des témoignages un peu plus conséquents. Donc, ce que l'on sait, alors le problème, c'est que dans les textes littéraires ou philosophiques des royaumes combattants, c'est-à-dire entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère, cette même plante est mentionnée dans des textes avec toujours cette hésitation de savoir si il s'agit vraiment du thé ou pas. Donc, pour le thé à proprement parler, c'est vraiment à partir du 3e, 4e siècle que l'on sait que c'était une plante qui était utilisée à des fins thérapeutiques. Et déjà à cette époque aussi, on sait que c'est une plante qui était utilisée comme un breuvage parmi d'autres. Cela dit, le breuvage de cette époque n'a rien à voir avec le thé que l'on connaît à l'heure actuelle. De même que le thé que propose Lu Yu, donc qui vécut au 8e siècle de notre ère, n'est pas le même que celui que l'on boit à l'heure actuelle, qui est une infusion. Donc déjà, vers le 3e siècle, on avait une forme de breuvage alors qui était sous la forme de poudre. Le thé était déjà sous forme de poudre ou c'était sous forme de feuilles? Alors, en tant que breuvage, c'était plutôt sous forme de feuilles, mais c'était presque un aliment, c'est-à-dire qu'on faisait un bouillon dans lequel on mettait les feuilles, des morceaux de tige, des morceaux de mandarine, du gingembre, enfin toutes Ah sortes oui, de c'était choses un qui cocktail. accompagnaient le thé.
Et ce que l'on sait, c'est que c'est un breuvage qui viendrait peut-être qui viendrait peut-être d'ethnies étrangères qui habitaient dans les régions du sud-ouest de ce qui est maintenant la Chine, le Yunnan, mais le Yunnan à l'époque ne faisait pas encore partie de la Chine. Donc c'est probablement un breuvage, c'est ce que disent en tout cas les récits postérieurs qui seraient venus donc du sud-ouest et qui se seraient d'abord développés et répandus dans le Yunnan et le Sichuan, donc ces régions sud-ouest de la Chine. Et d'ailleurs cette forme de breuvage plus simplifiée est encore employée par les Tibétains et les Mongols, par exemple, qui rajoutent du sel dans le thé. Les Tibétains rajoutent aussi du beurre. Et Fleur donc, de c'est yak, oui. probable que ce soit un reste de ces coutumes qui était la tradition dans ces ethnies étrangères. Avant la rédaction du classique du thé, y avait-il déjà une consommation donc du breuvage et dans quelles conditions? Mais là, donc c'est à partir de ta réponse, évidemment, on comprend qu'il y avait déjà la consommation. Mais est-ce qu'il y avait un rituel? Est-ce que ça faisait partie, sa consommation faisait partie d'un rituel social ou d'un rituel religieux? Alors voilà, ça c'est important, c'est que c'est vraiment à partir aux alentours du classique du thé, c'est-à-dire à partir des temps, vers le 7e siècle, 7-8e siècle, que se sont développés des rituels et des cérémonies, disons, très raffinées autour du thé, et que cette boisson qui était déjà consommée auparavant, d'ailleurs pour les lettrés avec la recherche d'un certain hédonisme des gens qui appréciaient déjà ce breuvage pour sa saveur, c'est quelque chose qui a vraiment augmenté à partir des Tang. Oui, par rapport à un rituel Oui, religieux, non, il n'y avait pas oui, de c'est ça. Voilà. Alors, rituel oui, il y a une chose particulier. importante. Voilà, il y a une chose importante aussi, c'est que à partir de la dynastie des Tang, les empereurs ont décidé de remplacer dans les sacrifices et les rituels l'alcool, qui faisait partie des offrandes normales avec de la viande, avec du riz, avec de l'eau, etc., de remplacer l'alcool par le thé. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est évidemment un facteur qui a contribué à la propagation du thé de manière générale dans toute la Chine. Euh, voilà. Est-ce que ce sont des raisons économiques? Est-ce que on ne sait pas. On ne sait pas d'où vient ce changement, mais ce changement a eu un impact évidemment très fort sur cette histoire du thé et du breuvage. Il y a une question qui se pose. On aurait pu en effet mettre en avant plutôt la consommation du vin, hein, qui mène à une certaine ivresse, et donc la substitution de ce vin par le thé. On pense par exemple à Li Pai qui s'était enivré pour favoriser une forme d'imagination poétique ou en tout cas d'abandon de soi, hein, d'une certaine façon. C'est vrai que l'ivresse était plutôt euh, il y avait plutôt une apologie de l'ivresse quand même, mais de Ah, c'est l'ivresse sûr qu'il y a favorisée toujours eu. par la boisson fermentée, enfin le vin Oui, ou l'arvoise, ou enfin voilà. c'est sûr qu'il y a eu une apologie de l'ivresse et surtout de l'euphorie qui était provoquée Par par le vin, l'alcool. l'ingurgitation d'un vin. Alors on dit un vin, mais c'est pas un vin parce qu'en fait c'était une boisson fermentée à base de céréales, donc quelque chose qui se rapproche plus de la bière et, et de ce qu'on appelait la cervoise, hein, qui était une des boissons des Gaulois notamment. Mhm. Euh, Ok. et parce que la distillation s'est répandue plus tard, et donc c'était un vin avec un degré d'alcool déjà assez léger. Euh, mais je ne pense pas que ce soit un, que ce soit une question d'éthique
qui fait qu'on ait remplacé le vin ou l'alcool par le thé, tout en rappelant qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Moi, j'aurais tendance à penser plutôt à des raisons économiques, parce que peut-être que le thé, il faut pas oublier que les dirigeants de la Chine des Tang avaient des origines étrangères, turco-mongoles. Oui, c'est Donc, ça. est-ce que ils apportaient avec eux cette habitude de boire le thé? Est-ce que il y avait un commerce du thé qui se développait, qui était prospère et que voilà, ça pouvait peut-être être plus facile de se le procurer que le thé? Bah déjà avant les Tang, hein, on voit que les lettrés aimaient se rencontrer pour se montrer des belles calligraphies, des belles peintures, et aussi composer de la poésie dans un état d'ivresse ou d'euphorie qui était justement provoqué par l'ingurgitation de boissons fermentées. Oui, Euh, donc, est-ce que déjà le thé jouait ce rôle? Je ne sais pas, mais c'est pas impossible. En tout cas, c'est probablement le fruit d'une longue évolution. C'est pas arrivé d'un seul coup comme ça à l'époque de Lu Yu. Lu Yu n'a fait que, on peut dire, cristalliser une des coutume qui pratiques était déjà déjà existantes. bien existante, bien implantée à son époque, et il a certainement contribué à sa propagation et sa renommée, ça c'est certain par son écrit. Euh, mais voilà, les parties de base qui étaient déjà existantes. Est-ce qu'il y a eu une différence de consommation entre les milieux bouddhistes Chan, par exemple, et les taoïstes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu consommation des deux breuvages dans des circonstances différentes? Ou est-ce qu'il y a eu abandon, par exemple, dans le bouddhisme Chan, est-ce qu'il y a eu abandon de l'alcool, enfin de la boisson fermentée au profit du thé? Et chez les taoïstes, est-ce qu'il y a eu persistance de cette consommation de boissons fermentées? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou pas dans Oui, oui, dans les- absolument. Et Oui, d'ailleurs, une des légendes du thé tente à rapprocher le thé des milieux bouddhistes, puisque cette légende dit que Bodhidharma, qui est donc le fondateur présumé de cette forme du bouddhisme qu'on appelle le Chan ou le Zen au Japon, Bodhidharma, donc il serait arrivé en Chine vers le 5e siècle, 5e, 6e siècle de notre ère, se serait coupé les paupières pour ne pas s'endormir et ne pas être somnolent pendant la méditation. Et la légende dit qu'une de ses paupières est tombée dans un bol d'eau et est devenue une feuille de thé. mhm, Donc, de toute évidence, cette légende vise à rapprocher le thé et ce breuvage du contexte bouddhique. Et on dit aussi que c'est un breuvage qui était très, très prisé des bouddhistes parce que il tient éveillé. Donc là aussi, il les empêche de somnoler pendant leur méditation et dans leur vie quotidienne où le sommeil est quand même assez réduit. mhm, Donc voilà, ça c'est certainement une réalité que les monastères ont commencé assez tôt à ce breuvage du thé. Et d'ailleurs, Lu Yu, qui est, semble-t-il, un enfant adopté par un moine d'un monastère, a commencé à côtoyer toute cette coutume du thé et les gens qui buvaient le thé en faisaient commerce dans ce monastère. mhm, Et par rapport à cela, les taoïstes utilisent eux beaucoup dans leur rituel effectivement l'alcool ou les boissons fermentées, et je n'ai pas vu de texte dans lequel cet alcool était remplacé par le thé. Donc là, et de toute évidence, c'est une différence importante. Je pense pas que c'était une boisson thérapeutique, que la plante thérapeutique était très utilisée dans la pharmacopée de manière générale, hein. En tout cas, si on regarde les recettes, les prescriptions qui sont données dans les recueils de formules médicamenteuses,
on voit très rarement le thé, on le voit pratiquement pas. Oui, c'est ça. C'est pour ça que on peut avoir des doutes sur le fait que ce qui est mentionné, la plante qui est mentionnée dans la pharmacopée de Chenon, qui s'appelle Pacha, qui est le nom chinois du thé usuel maintenant, que c'était le thé. C'était pas forcément le thé. Mm. On parle pas beaucoup de l'usage thérapeutique du thé. En revanche, on assiste sur le fait que c'est une boisson qui purifie. Alors, la préparation du thé donc, ne ressemble-t-elle pas à un exercice de méditation en mouvement, hein, d'une certaine façon? Pour établir une comparaison donc avec toute la préparation de la peinture, l'exercice aussi de la peinture ou de la calligraphie, sauf qu'il n'y a pas toujours de partage de l'expérience. Et c'est vrai que là, dans la consommation du thé, est-ce que la relation qui s'établit avec les convives, puisque apparemment cette consommation de thé doit se faire avec des convives, ou en tout cas avec une certaine assemblée de personnes qui sont capables d'apprécier euh, le breuvage et toute l'esthétique autour de la préparation du breuvage. Est-ce que c'est cette relation qui est importante ou est-ce que c'est vraiment tout l'ensemble en fait? Oui, tout dépend de ce qu'on appelle méditation. C'est vrai qu'en Occident, on a tendance à réduire la méditation au fait de s'asseoir, les jambes croisées, et de regarder un petit peu dans son intériorité. Mais dans le contexte bouddhique chinois, et en tout cas dans le Chan, cette méditation est à remettre dans tout le contexte religieux de la vie des moines ou des laïcs bouddhistes. Et dans ce contexte, le rituel est excessivement important. Et on voit bien dans le livre du thé de Lu Yu qu'il décrit avec beaucoup de détails tous les objets, toute la préparation du thé, et que c'est là quasiment un rituel. Enfin, rien n'est laissé au hasard, et sans avoir atteint, je veux dire, le raffinement et la complexité de la cérémonie du thé telle qu'on la connaît au Japon, c'est quand même une part importante de la cérémonie, on peut dire, de cette boisson du thé qui, effectivement, ne se fait jamais seule, en tout cas dans ce qu'on dit l'ouïu. C'est avant tout une réunion entre lettrés ou entre personnes qui veulent partager justement cette ivresse, cette joie de vivre, et cette arrivée à des états, on peut dire, d'union déjà entre les différents participants. Il y a une communauté qui se fait par le fait qu'ils vont ressentir les mêmes choses, qu'ils vont autour du thé discuter, qu'il va y avoir toute une créativité qui va se développer, et aussi évidemment tout un travail de l'esprit, du calme intérieur et du sens que l'on donne à sa vie. Le fait de boire du thé, c'est aussi le fait de créer un temps à part, un temps qui est différent du temps quotidien, du temps ordinaire, et un temps dans lequel on oublie le temps, justement. Donc tous les tracas, tout ça doit être oublié grâce à cette concentration autour de la saveur, de la beauté, parce qu'on apprécie aussi beaucoup la qualité esthétique du thé, sa couleur, la façon dont on le mettait dans différents récipients, dont on appréciait aussi la beauté. Donc il est vrai que tout ça, ça en fait tout à fait une méditation, non pas en mouvement, parce que, enfin, disons une méditation dans l'action, Oui, une c'est ça. méditation dans l'action, et le fait que ce soit un temps à part, euh, ça rapproche cette cérémonie du thé un peu d'une autre une conception plutôt taoïste du temps, où l'accès à ce qu'on appelle la voie, le Tao dans le taoïsme, ou l'accès à la pureté, au calme de l'esprit,
passe par un endroit où on est en dehors du temps, où le temps n'est plus du tout, c'est un temps relatif, ce n'est plus du tout le temps tel que l'on connaît d'ordinaire, et on donne dans le taoïsme l'exemple de joueurs d'échecs. On voit très souvent représenter des immortels qui jouent aux échecs, et pendant qu'ils jouent aux échecs, ils pensent que 2 heures se sont écoulées, alors qu'en fait, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés. Ou alors, il y a l'image de l'immortel qui entre dans une gourde, donc qui est un paysage intérieur, voilà, un petit territoire intérieur. Et dans cette gourde, même chose, le temps n'existe pas. Ils y restent 3 mois, alors que pour les gens extérieurs, c'est un très court laps de temps qui s'est écoulé. Donc c'est aussi ça la cérémonie du thé, boire ensemble, partager ensemble, oublier tous ces tracas, euh, mobiliser tous les organes des sens, parce que quand le thé, il y a un très beau poème qui dit que lorsque le thé, on savoure vraiment le thé dans cette sérénité, la saveur du thé ressort par tous les pores de la peau. L'ivresse, l'ivresse s'exprime par cette sensation de, de, de vie, de vivacité de tout le corps. Oui, c'est une forme d'ivresse finalement provoquée par la beauté, mais la beauté de justement que l'on peut percevoir à travers tous les sens, c'est-à-dire pas seulement d'un point de vue esthétique, mais vraiment la beauté, beauté, bonté, enfin tout le calme, etc. C'est tout ce qui est associé à la beauté. Eh bien, Baudelaire a écrit un très beau poème en prose sur l'ivresse. Il faut être ivre, que ce soit de vertu, d'alcool, autre chose. Oui. Et c'est tout à fait ça. C'est une recherche de l'ivresse sans vraiment avoir les inconvénients des lendemains, des excès de l'alcool. Encore que, il faut pas abuser non plus du thé, parce que si ce ne seront pas les mêmes effets que l'alcool. Boire trop de thé, c'est pas bon pour les reins, c'est nocif aussi. Donc là aussi, la mesure est recommandée. Tu as évoqué tout à l'heure le Japon, et justement en évoquant le plus grand raffinement encore de la préparation et peut-être aussi de la consommation du thé. Qu'est-ce qu'il en est justement? Qu'en est-il de cette différence entre la Chine et le Japon? Eh ben, cette différence, c'est justement un accroissement du côté, je veux dire, rituel, comme on le voit dans la culture japonaise. Par exemple, le bouddhisme Chan est beaucoup moins rigide et réglementé que le bouddhisme Zen, qui est vraiment très, très strict. Voilà, tout est carré. On retrouve un peu la même chose dans la cérémonie du thé. Mais ce qui est remarquable, c'est que la boisson du thé euh, a été introduite au Japon justement à l'époque des Tang et à une époque où l'ouyu donne une préparation du thé qui n'est pas faite avec la feuille, mais avec la poudre de thé. Chez l'ouyu, la poudre n'était pas verte parce que les galettes de thé, donc on conditionnait le thé en galettes et les galettes étaient torréfiées. Donc, elles avaient déjà une Ah oui, couleur un peu elles marron. étaient torréfiées et ensuite réduites en poudre, c'est ça? Oui, c'est Oui, ça. oui, d'accord. Donc on prenait un morceau quand on voulait, que l'on réduisait en poudre, et dans les objets décrits par Lulu, il y a justement le pilon qui Mhm. servait à réduire en poudre ce morceau de galette de thé. Et là, on retrouve une similitude avec le thé tel qu'il est consommé dans la cérémonie du thé japonais, où on utilise encore la poudre de thé pour faire ce breuvage. Alors, ce qui est différent, c'est que chez Louyu, on faisait bouillir de l'eau et on mettait la poudre de thé dans cette eau à un certain moment de l'ébullition. Enfin, tout ça est décrit avec beaucoup de détails, alors qu'au Japon, on met d'abord la poudre de thé et on verse l'eau chaude dessus. Et ça, c'est une préparation qui existait aussi en Chine, mais un peu plus tard, à partir des Song, donc autour du 9e, 10e siècle, voilà. Et, et sinon, ben, on retrouve beaucoup de choses dans la cérémonie du thé japonais que l'on avait aussi en Chine, c'est-à-dire l'espace. Il faut être aussi attentif à l'espace avec
En général, on fait brûler de l'encens, on met des fleurs, tout est disposé de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de choses qui détournent le regard pour que vraiment on soit concentré autour des tasses de thé. C'est vraiment dans la tasse de thé, il y a tout le monde Mm. qui est là et que l'on essaye de retrouver. Et, et donc, ben, c'est assez similaire malgré tout.